faut valider quand même, hein. Bon, ben, bonjour à tous. On va commencer un petit peu par les présentations. Donc, Joëlle Demouge, moi, je suis conseillère technique régionale en Bourgogne-Franche-Comté et responsable pédagogique de l'organisme de formation IDSF, Institut de développement du sport par la formation. Mourad, si tu veux bien te présenter. Oui, Mourad Ouazir, Sport Nova. Moi, j'accompagne donc la Ligue et notamment l'IDSF. Je suis en charge d'épauler Joël sur toute la gestion des formations. Et puis la professionnalisation, c'est-à-dire les emplois dans le handball en Bourgogne-Franche-Comté. Voilà. Si vous voulez bien vous présenter également. Comment on fait? Oui. Oui. Christophe Moinjon, HBC Meursault, je suis coprésident du club. Merci. Allez. Marie-Jeanne Robert, je suis présidente du comité départemental du sport adapté du Doubs. Merci, bienvenue. Merci. Christophe Maréchal, je suis directeur sportif à la JDA Handball. Oussama Jaziri, directeur technique du club de Morteau, handball. Thomas. Michael, président du comité départemental de Côte d'Or de volleyball. Ok. Donc, Thomas Kagamar, je suis le coordinateur du titre 4 à Clamcy qui vient de démarrer là, pour la première fois. Voilà. Merci. Patrice. Donc, Patrice Martin, vice-trésorier Macron Handball. Ok. Yannick. Yannick Levent, responsable pédagogique au Centre Omnisport Pierre Croppé à Besançon. Ok. Hamid. Hamid Samad, salarié du club de Mako Handball, et je vais suivre un apprenti BPGEPS Handball. Ok. Et Georges? Ah, connexion à l'audio, je crois qu'elle est difficile. Georges, la présentation, s'il te plaît. Le micro qui est désactivé, je pense. Bon. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Est-ce que je suis audible ou pas? Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Moi, j'entends. Je t'entends, moi. On en était au stade des présentations. D'accord, parce que moi, j'avais des problèmes un petit peu de son, de connexion, parce que je sors de l'entraînement, j'étais entre deux, voilà, je suis sur mon téléphone, donc je vous voyais, mais je ne vous entendais pas. D'accord. Donc, voilà, ben, je me présente, moi, je suis donc Georges Duhart, donc je suis actuellement, depuis une dizaine d'années au HBCG, Handball Club de Grand-Villard, donc territoire de Belfort. Voilà, donc je suis le tuteur de Matteo Chiesa. Voilà. Autrement, dans la vie professionnelle, donc je suis éducateur spécialisé. Bon, j'ai fait du handball toute ma vie, voilà. J'ai joué un peu à Betoncourt, au FC Sochaux, à l'époque encore du FC Sochaux, puis voilà. Puis actuellement, je donne un coup de main à Grand-Villard. Voilà. Pour les présentations, je pense. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. Donc, on va commencer ce webinaire sur la présentation de la formation maître d'apprentissage tuteur. On voit effectivement autour de la table qu'il n'y a pas que des handballeurs, loin de là. Hein. Notre organisme de formation IDSF, l'Institut de développement du sport par la formation et l'emploi, est effectivement orienté sur plusieurs formations, hein, qu'elles soient handball ou hors handball. On va vous expliquer un petit peu tout ça. Le programme, nous allons vous présenter rapidement. On va essayer d'être assez rapide et assez succinct. La présentation donc, de notre institut et des formations qu'on dispense. Ensuite, le rôle du tuteur maître d'apprentissage. Vous expliquer un petit peu quelle est cette formation tuteur maître d'apprentissage, les modalités de financement. Ça, je pense que bien entendu tout le monde va être intéressé par cet aspect-là. Et puis ensuite, on essaiera de répondre à vos questions et à vos réponses concernant cette formation et concernant plus généralement l'encadrement de ces apprentis. Voilà.
Donc, l'organigramme de notre IDSF, donc c'est le président qui est responsable de cette IDSF. Moi, je suis donc la responsable pédagogique et je gère et je coordonne l'ensemble des formations. Donc, les formations que l'on dispense dans cet organisme, le DES GEPS, on reverra tout à l'heure à quoi ça correspond. Le BPGEPS, alors le BPGEPS qui est de 2 types sur notre organisme de formation, ASC, donc sport collectif, et aussi activité physique pour tous. Nous avons également un TFP5, donc un titre à finalité professionnelle 5, entraîneur de handball, un TFP4, éducateur de handball, un CPGEPS, donc là qui est plutôt sur des activités, autour de l'encadrement et de l'accompagnement des jeunes. Et puis nous avons également des certificats, voilà, qui ne sont pas professionnalisants, mais plutôt diplômants, avec le CCDACM, donc directeur d'accompagnement des collectifs de mineurs, et le CS-AMAP, aide à la mobilité, je ne sais plus, Mourad. Animation et maintien de l'autonomie de la personne. Voilà, pour santé. J'ai encore pas, c'est tout nouveau, donc je n'ai pas encore bien la définition exacte. Il y en a un paquet à retenir aussi. Voilà, donc évidemment, nous avons des coordonnateurs qui sont référencés pour chaque développement de diplôme. Et puis, les coordonnateurs sont accompagnés également d'une équipe de formateurs pour mettre en place ces diplômes différents. Voilà, un petit peu sur l'ensemble. Ensuite, évidemment, il y a l'aspect administratif, puisque tous ces diplômes qui vont être déployés nécessitent aussi un accompagnement administratif financier, puisque pour beaucoup, ils sont pris en charge par notre organisme collecteur qui est l'AFDAS. Et donc, la liaison notamment entre les structures et puis cet organisme de collecteur nécessite un accompagnement et puis évidemment aussi un accompagnement dans le cadrage général de ces diplômes. Nous avons évidemment nos contrôleurs de gestion et l'aspect financier qui sont gérés à la fois par une pro, Stéphanie Arrojo, mais également une bénévole très investie, donc qui sont en lien et qui gèrent tous ces diplômes et notre IDSF. Pour gérer cet IDSF, nous avons mis en place un conseil de perfectionnement, donc avec, vous voyez, justement des représentations diverses et variées dans les différents domaines, qu'ils soient pédagogiques, administratifs, de la direction, des finances, etc. Voilà un petit peu comment c'est organisé succinctement. Donc, l'IDSF, il a été créé en 2010. Bien entendu, depuis 2018, il connaît un nouvel essor depuis la réforme de la formation et de l'apprentissage qui a libéralisé cette formation et qui a donc permis à des instituts de développement et de formation qui a permis donc ce développement, qui est à création aussi. Donc, nous sommes dans un univers assez concurrentiel, d'abord sur le territoire de façon assez forte, puisqu'il y a d'autres organismes de formation qui font aussi les mêmes diplômes que nous, on peut proposer. Donc, c'est à la fois régional, mais c'est aussi interrégional, voire national. Les publics que nous visons, ils sont de plusieurs sortes, donc des animateurs, des entraîneurs, des dirigeants, des arbitres. Et vous avez vu, nous avons également des stagiaires qui sont dans le milieu du handball, mais qui sont aussi dans d'autres sphères. On a pu le voir à la présentation. Nous sommes CFA depuis 2021, donc c'est tout récent. Actuellement, nous gérons 69 apprentis, dont 51 nouveaux. Donc voilà, il y a aujourd'hui pas mal de ressources humaines qui sont orientées
sur cette gestion des apprentis. On dispense 6 formations professionnalisantes, dont 4 qui sont reliées, qui sont des diplômes d'État, dont la DRAGES est notre interlocuteur. Donc, CPGEPS, BPGEPS APT, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, BPGEPS ASC, donc sport collectif, et DES, directeur de structure et de projet. 2 diplômes qui dépendent de l'IFFE, donc le TFP 4, le titre à finalité professionnelle 4 et le titre à finalité professionnelle 5. Donc également, dans nos formations, nous avons donc des formations diplômantes qui ne sont pas professionnalisantes, comme le maître d'apprentissage tuteur, comme l'animateur de formation. Les titres 4 et 5 sont également dispensés en modulaire, et puis dont on vous a parlé tout à l'heure des certificats complémentaires que vous voyez apparaître. Nous avons également enregistré depuis cette année et intégré dans notre IDSF les formations d'arbitre et les formations dirigeants de table. 4 sites sur le territoire de la Bourgogne-Franche-Comté, Besançon, où il y a le plus gros des métiers, des diplômes qui sont dispensés, Clamecy, nouvel arrivant, qui dispense un titre à finalité professionnelle 4 sur son territoire, et plutôt orienté vers le nord-ouest de la région. Saint-Claude, qui développe le CPGEPS, et Le Creusot, qui développe CPGEPS plus le BPGEPS APT que j'ai oublié dans la liste, qu'il faudra que je rajoute. Voilà, un petit peu sur la répartition. Rapidement, donc le BPGEPS, donc je vais vous parler plutôt des diplômes qui vont nous intéresser dans le maître d'apprentissage tuteur, hein, puisque d'autres formations n'auront pas d'apprentis dans leur développement, même si ces certificats complémentaires pour certains des apprentis seront bien entendu suivis. Donc le BPGEPS sport collectif, rapidement pour ceux qui ne connaissent pas, hein, donc c'est un diplôme de niveau 4 qui est plutôt sur l'animation, assurer la sécurité des pratiquants, les pratiquants publics qui sont divers et variés, mais qui sont plutôt des publics, on va dire, débutants et jeunes. Donc, il y a le problème effectivement pédagogique, mais il y a aussi l'aspect projet, donc développement de projets relativement simples, des projets d'animation. Voilà, c'est plutôt quelqu'un qui est sur l'initiation et le début de la formation des jeunes. Et puis, bien sûr, il participe au fonctionnement et à la gestion de la structure. Donc, voilà rapidement sur le BPGEPS sport collectif. Le TFP4, donc, qui permet donc, de coordonner un projet technique et sportif. Donc là, on va être aussi dans l'animation, mais de façon un petit peu plus orientée handball et un petit peu plus précise, mais également des offres de pratique par rapport à l'aspect socio-éducatif et sociétal. Donc, on va retrouver l'animation pour les bébés, le hand à 4, hand ensemble. Voilà, c'est à peu près ces modules-là. Et puis, évidemment, aussi des projets qui développent la structure, hein, qui permettent le rayonnement de la structure à l'extérieur. Donc là, on est sur un éducateur de handball. Le TFP5, là, il est plus orienté sur entraîneur de handball. Donc là, on est plus sur l'entraînement, donc des effectifs adultes, mais aussi des effectifs jeunes de performance. Hein, donc là, on se rapproche vraiment de la performance. Et là, on est pour les TFP5 plus sur la coordination de projets, donc en lien avec les dirigeants du club, en lien avec les directeurs de structure également. Donc, il y a aussi une coordination évidemment des ressources humaines qui sont donc sur le terrain pour mettre en place le projet du club, développer le projet du club.
Voilà, et puis il faudra aussi qu'ils participent au développement économique de la structure en ayant une très bonne connaissance de l'environnement. Voilà un petit peu pour les diplômes qui vont nous intéresser. Je crois qu'on a peut-être zappé le BPGEPS APT, Mourad, qui est plus donc sur des activités physiques pour tous. Enfin, c'est le même niveau, donc le niveau 4. Donc là, on est aussi dans l'animation, sur le loisir, sur les activités de pleine nature, extérieures, mais aussi en intérieur. Et bon, ce BPGEPS permet aussi de développer des projets au niveau du club et de développer le milieu associatif et de développer les jeunes dans ces connaissances-là. Tout à fait, oui. Voilà. Mais ça rejoint, hein, c'est vrai que le BPGEPS, c'est un socle commun de 2 unités de compétences qui sont sur tous les BP, quelle que soit la spécialité. Et dans les 2 spécialités qu'on met en place au sein de l'IDSF, c'est-à-dire sport collectif et APT, on a quelques différences, effectivement, on s'adresse à 2 publics un peu différents. Mais pour info, donc, la dernière session du BP Sport Co a ouvert puisqu'il a été abrogé et qu'il n'existera plus. En tout cas, il n'y aura plus de formation dispensée à l'avenir sur le BP Sport Co et c'est le BP APT qui prend le relais avec des colorations comme on donnera à l'IDSF, plutôt justement sur l'aspect sport collectif, même si ça reste un diplôme généraliste qui permet une très large employabilité. Ce qu'on peut dire, c'est qu'entre les 2 BPGEPS, il y a des UC, des unités qui sont transversales et qui permettent de passer d'un diplôme à l'autre, donc avec des unités qui sont capitalisables et qu'on peut réutiliser entre le BPGEPS APT et le BPGEPS Sport Co. Voilà pour la présentation. Merci Joël. Et je vous propose d'enchaîner sur ce qui nous intéresse ce soir, la partie maître d'apprentissage. Formation tuteur maître d'apprentissage. Alors cette petite illustration moi, qui me semblait intéressante, c'est vrai qu'on a un rôle en tant que tuteur maître d'apprentissage. Maintenant, définir quel est ce rôle auprès de l'apprenti, auprès de la personne qu'on tutore, c'est toute l'ambition de cette formation qu'on va dispenser ensemble. Alors, la formation en elle-même, elle s'articule autour de 4 domaines de compétences. Le premier, c'est l'accueil. C'est vraiment important et vous êtes, je pense, en plein dedans. Alors, suivant si l'apprenti était déjà membre de l'association auparavant ou si c'est quelqu'un qui arrive dans l'association, l'accueil et faciliter son intégration, c'est des moments, je dirais, à ne pas manquer et vous êtes en plein dedans. Donc, c'est pour ça qu'on voulait démarrer vite ces formations de maître d'apprentissage et pas attendre trop longtemps. Voilà le premier domaine de compétences sur lequel vous êtes déjà, je dirais, mis à l'épreuve et sur lequel on essaiera de vous outiller et de vous donner quelques éléments aussi et puis échanger dans l'expérience des uns et des autres pour essayer d'améliorer cette phase-là. Deuxième domaine de compétences du maître d'apprentissage qu'on développe, c'est l'organisation du parcours de l'apprenti au sein de l'entreprise. Votre rôle en tant que maître d'apprentissage, c'est de pouvoir, je dirais, donner un sens, un chemin, un parcours à l'apprenti pour qu'il puisse se développer ses compétences, développer ses connaissances, ses savoir-être aussi, ça fait partie du cursus de formation. Et pour ça, vous êtes un repère quelque part pour lui dans ce parcours que vous allez organiser. Et le mot organiser est très important pour pas que ce soit quelqu'un qui soit laissé, je dirais, en totale autonomie ou qui ne soit pas accompagné avec un vrai plan de développement des compétences. Troisième domaine de compétences visé ici, c'est l'accompagnement dans le développement des apprentissages et l'autonomie professionnelle. C'est quelque chose qu'on constate de plus en plus avec Joël et avec l'ensemble des coordonnateurs de formation. Le recrutement se fait de plus en plus jeune. Et quand on accueille un jeune de 18-19 ans dans notre association pour lui confier des missions à responsabilité, dans le cadre d'un métier qui, vous le savez, éducateur sportif, c'est une profession réglementée, ça nécessite un accompagnement fort au départ et puis aussi d'accompagner vers l'autonomie. Vers l'autonomie, ça veut dire aussi accepter qu'il puisse y avoir des erreurs et il y en aura de la part des apprentis, c'est tout à fait logique. Mais accepter ces erreurs, pour qu'elles soient constructives et qu'elles permettent vraiment de fonder des acquis au fur et à mesure des expériences qu'il va acquérir et mettre en place dans son métier, dans son association. Donc vous êtes quelque part là aussi présent pour l'accompagner dans le développement de ses apprentissages.
Et enfin, dernier point, alors, évaluer les apprentissages, ça n'est pas qu'évaluer à la fin. La partie certificative appartient à l'organisme de formation et à l'État, donc ça, c'est notre rôle. Mais on s'aperçoit aussi que la réussite des apprentis, elle est conditionnée justement en partie par le suivi des tuteurs maîtres d'apprentissage. Si vous êtes présent régulièrement, si vous suivez vos apprentis, vous êtes capable de leur faire un retour de ce qu'ils produisent sur le terrain, aussi bien ce qui est positif pour les encourager que ce qui est moins bien pour être dans l'aspect constructif des choses, j'ai envie de dire c'est votre rôle et ça c'est tout au long du parcours. En termes d'évaluation et pour être dans la transparence avec vous, nous au sein de l'IDSF, on démarre dès le premier jour. Ça s'appelle le positionnement. Donc, on évalue de manière initiale les connaissances et les compétences des jeunes qui rentrent en formation. On sait que ce n'est pas parfait, hein, ils sont là d'ailleurs pour se former, donc c'est le but. Et ensuite, on va tracer un parcours individuel de formation pour chacun d'entre eux. On va essayer vraiment d'être au plus proche des besoins de l'apprenti. Et ensuite, quand on va mettre en place ce parcours, on va le baliser avec des évaluations. Voilà. Ça peut être de l'auto-évaluation, ça peut être de l'évaluation formative, ça peut être, enfin, voilà, on a plein de possibilités, mais on essaye d'être présent pour lui renvoyer quelque part une image de où est-ce que tu en es dans tes apprentissages. Et à ce titre, on considère que le maître d'apprentissage, le tuteur, est aussi membre de l'équipe de formation et joue son rôle, doit jouer son rôle dans l'évaluation des apprentissages des jeunes. Donc voilà en résumé, en très résumé, les 4 domaines qu'on abordera lors de la formation maître d'apprentissage tuteur. S'il y a des questions, vous pouvez les poser maintenant ou alors on peut les poser après aussi, il n'y a aucun souci. Je vais le faire en très rapide, mais pour détailler un tout petit peu plus, donc l'accueil, c'est préparer l'arrivée de l'alternant avant son arrivée quand c'est possible, l'accueillir et l'intégrer avec la présentation au sein de l'équipe. Voilà, rappelez-vous qu'un jeune qui débarque dans le club ne connaît pas ni forcément les gens à l'intérieur de l'association, ni l'écosystème, comme on peut l'appeler, de l'association et les partenariats qui peuvent graviter autour. Dans l'organisation des parcours, c'est une relation qu'on construit. Et c'est important, je dirais, de se renvoyer la balle et d'avoir ici une co-construction avec un diagnostic au départ qui est partagé, identifier les besoins de l'apprenti. Hein, quand il rentre en formation, quand il rentre chez vous en salariat, ils n'ont pas les mêmes besoins, ils n'ont pas les mêmes parcours. Donc, à vous d'identifier aussi ça et on peut travailler ensemble là-dessus. Et donc, bien évidemment, baliser les temps avec lesquels vous allez pouvoir travailler, sur lesquels vous allez pouvoir travailler. On sait très bien que vous soyez bénévole, vous soyez salarié de l'association, vous ne pouvez pas être présent en permanence. Et l'idée, c'est plutôt de baliser, d'anticiper un rendez-vous, 2 rendez-vous hebdomadaires, si c'est possible, pour l'accompagner. Sur l'accompagnement du développement des apprentissages et de l'autonomie, bon, même chose, hein, l'idée, c'est aussi de vérifier que le travail personnel est fait. Ça, c'est une des conditions de la réussite. Malheureusement, ceux qui ne travaillent pas à côté, je dirais, ne se donnent pas toutes les chances. Alors, il y en a qui arrivent. S'ils ont quelques dons pour ça, ils peuvent y arriver. Mais ils ne se mettent vraiment pas en réussite. Donc, quelque part, votre rôle, autant que celui du coordonnateur de la formation, sera de justement vérifier que ces acquis sont bien assimilés et que vous puissiez vraiment l'accompagner pour monter en compétence là-dessus. Voilà, et enfin, l'évaluation, comme je le disais, c'est mesurer ces avancées, c'est essayer de renvoyer quelque chose qui permette de situer l'apprenti dans son parcours. Voilà sur les compétences. Pour ça, on vous propose un calendrier. Alors, je vais vous l'afficher, mais comme le disait Joël, on a beaucoup d'apprentis inscrits cette année, énormément, puisqu'il y en a plus de 60. La formation maître d'apprentissage tuteur en soi n'est pas obligatoire. Elle le devient si vous souhaitez notamment valoriser, je dirais, le parcours de l'apprenti, montez-vous en compétences et vous construire un réseau avec d'autres professionnels. C'est ce qu'on va proposer aussi, hein, c'est d'échanger entre professionnels, entre pairs. Et puis, il y a aussi un autre avantage qui est accordé aujourd'hui par la loi de 2018, c'est que le temps que vous allez passer à tutorer va être gratifié quelque part, puisqu'il y a une prise en charge de la fonction maître d'apprentissage tuteur et la structure de laquelle vous êtes soit salarié, soit bénévole. Si vous rentrez en formation, vous pourrez toucher une somme compensatrice, on va dire, pour le temps que vous passez à la fonction de maître d'apprentissage tuteur. Mourad, une question? Oui.
Moi, en tant que professionnel, j'ai 5 apprentis. Je suis maître d'apprentissage confirmé. Est-ce qu'il y a une passerelle? Alors, il faut que je me renseigne pour être certain de ma réponse, mais tout dépend de la passerelle. Si quand tu dis maître d'apprentissage confirmé, ça veut dire que… J'ai suivi 4 stages de formation de maître d'apprentissage qui étaient, on va dire, organisés par la Chambre des métiers, hein, mais qui Ouais. étaient d'horizon. Et bon, disons qu'à partir du 3e stage qui est renouvelé, je crois, tous les 3 ans, on m'a proposé de devenir maître d'apprentissage confirmé, chose que j'ai fait. Et donc, la 4e formation a été orientée vers une confirmation du maître d'apprentissage. Au jour d'aujourd'hui, je suis professionnellement dispensé de nouvelles formations. D'accord. Eh bien, ce qu'il faut que je me renseigne, c'est est-ce que c'est de ta branche professionnelle à la branche sport, est-ce que c'est transférable ou non? Ça, je ne saurais pas te le dire. Ouais. Ouais, Je prends note de la question alors et j'essaierai de t'apporter une réponse rapidement. Il est vrai que sur le fond, bon, ce que tu viens de détailler, de toute façon, par rapport à l'accueil, par rapport à tout ça, bon, c'est des choses effectivement qu'on connaît. J'allais dire que l'apprenti soit boulanger, paysagiste en ce qui me concerne ou autre. De toute façon, c'est les jeunes qu'il faut effectivement accueillir, leur donner les repères et tout ça. Donc, c'est des choses qu'effectivement on a vues tout au long de nos formations. Bien sûr. Ça reste des compétences transversales. Après, alors, comme c'est très cadré, ce que je ne sais pas, et j'imagine que ce sera la question qui suit, c'est, alors, il faut savoir que pour obtenir l'aide à la fonction de maître d'apprentissage, la formation est obligatoire. Vous devrez justifier d'avoir suivi la formation pour pouvoir toucher l'aide. Et s'il y a des passerelles, ça je ne saurais pas dire, d'une branche à l'autre, donc ça je me renseigne. Et sinon, dans tous les cas, la formation est obligatoire pour les autres. Voilà. Okay. Donc, je prends note, Christophe, et je reviens vers toi assez rapidement dès que j'aurai une réponse. Oui, merci. Voilà, je disais donc que vous étiez nombreux. Donc, ce qu'on propose, nous, c'est d'organiser les sessions en 3 temps. Il a fallu qu'on s'organise aussi dans la logistique pour mettre ça en place rapidement et puis pour faire en sorte que chacun puisse y trouver son compte. La formation, c'est 3 visioconférences. On n'a pas souhaité charger en présentiel. C'est 3 visioconférences et 1 temps en présentiel. Alors, vous voyez ici, il n'y en a que 2 qui sont affichés. Il y en a 2 qu'on animera sur les compétences transversales. Le 3e sera systématiquement animé par le ou la coordonnatrice de formation. Et lui interviendra vraiment en lien avec l'apprenti, les contenus d'apprentissage. Et on a souhaité que ça fasse partie aussi de ce qu'on pouvait dispenser ici pour vous apporter, pour vous amener au plus près de ce qui sera vu en formation. Donc, la 3e date sera à discrétion donc, du coordonnateur pour chacune des formations. Première session, elle concerne les BPGEPS. Alors, on a essayé de regrouper par affinité pour que ça puisse être vraiment des contenus qui collent. Hein. Voilà. Et puis aussi en tenant compte des effectifs. Donc, rendez-vous en visioconférence les 11 et 25 octobre. Et puis, on se retrouvera en présentiel le 27 novembre à Besançon. Donc, les présentiels sont des samedis. Alors, je vous rassure qu'ils ne vont pas loin le soir, mais pour permettre aussi aux bénévoles d'y participer, parce qu'on sait que ce n'est pas simple de se libérer la semaine. La 2e session concerne les apprentis ou les tuteurs d'apprentis qui rentrent en formation titre finalité professionnelle éducateur handball à Besançon. Rendez-vous 18 octobre, 15 novembre en visio. Et on se retrouvera le 11 décembre en présentiel à Besançon. Et enfin, pour les T4 à Clamecy plus les T5, on aura visio les 3 et 19 novembre et on se retrouvera le 4 décembre en présentiel à Besançon. Voilà, donc ça, bien sûr, sous réserve des inscriptions, de tout ça, mais si ça colle comme on l'a prévu, on sera sur ce calendrier-là qu'on affichera sur le site de la Ligue dans la semaine. Un petit mot sur la prise en charge. Alors, la formation qu'on dispense a un coût, bien évidemment. Cette formation est prise en charge. Le coût de la formation est pris en charge par l'AFDAS. Pour le coût de la formation, il vous suffit de vous rendre sur le site de l'AFDAS, de faire une demande dans la rubrique « Mes demandes de prise en charge » et d'y joindre 2 pièces qu'on vous mettra sur le site de la Ligue ou qu'on vous enverra aussi à la demande. 1, le programme de formation. 2, le devis personnalisé.
Voilà, vous les retrouverez là aussi sur le site de la Ligue. Ce qu'on fera, je vous renverrai un petit mail dans la semaine avec ces éléments pour que vous puissiez faire les démarches rapidement. Et deux, comme je vous le disais, le club, si vous participez à la formation, enfin le club ou l'association dans laquelle vous êtes, obtiendra une somme de 1 380 €. Alors, pardon, ça c'était l'année dernière. Cette année, les 1 380 € sont à facturer mensuellement. Donc, vous faites au prorata de la durée de la formation et vous facturez mensuellement pour obtenir 1 380 € sur 12 mois maximum. Donc là aussi, les factures sont à déposer sur le site de l'AFDAS et ensuite vous obtenez un paiement par virement. Donc ça, c'est la prise en charge de la fonction maître d'apprentissage tuteur. Une petite question, vous nous envoyez le PowerPoint après ou il faut tout écrire là? Non, on vous enverra tout. Et en plus, ils seront disponibles sur le site de la Ligue. Il y a ceux de l'an dernier qui sont toujours là et dans la semaine, on actualisera avec ceux de cette année. Voilà. Quand vous allez sur le site de la Ligue de handball, ISF, rubrique formation et formation maître d'apprentissage, vous le trouvez directement. Merci. Voilà. Donc, pas de souci là-dessus. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Parfait. Excuse-moi, Christophe Maréchal. Tu as mis le 19 novembre, mais je pense que ce n'est pas le bon jour. Le samedi 19 novembre, moi j'ai un vendredi 19 novembre. Ah. Non, je confirme. Je t'ai envoyé un petit message, Mourad. Ah. Donc c'est samedi ou vendredi? Je pense que c'est samedi 20 novembre. Oui, c'est ça. C'est le matin. Oui, c'est le samedi matin. Oui. C'est ça. Samedi 20 novembre. Tant pour moi. Donc, vous pouvez effectivement corriger, je le ferai aussi. C'est samedi 20 novembre. 20 novembre. Voilà, on n'a pas voulu être trop long sur la présentation et l'idée, c'était plutôt de répondre aux interrogations s'il y en avait. J'ai une question éventuellement. Pareil, quand on a des apprentis, généralement, on est obligé de passer par la case visite médicale tout au début. Qu'est-ce qu'il en est pour eux? Visite médicale, la visite à la médecine du travail? Bah oui, normalement, un apprenti ne peut pas débuter quoi que ce soit tant qu'il n'a pas été visé par la médecine du travail, par une visite médicale. Ce qui, dans nos professions, l'empêche de faire tout. Alors, est-ce qu'il y en est autant? Est-ce qu'effectivement, on a besoin d'un certificat médical qui justifie de la possibilité du jeune de travailler? Alors ça, c'est une obligation, je crois, pour tous les salariés que la visite médicale, mais pas avant de démarrer. Ça peut se faire dans… À la signature du contrat d'apprentissage, de mémoire, on a, j'allais dire, 3 mois maxi pour lui faire une visite médicale. Ouais. Oui, voilà. Il y a 3 mois, oui. C'est ça. Hein. Oui, effectivement. L'apprenti, on a commencé au mois d'août, il a eu sa visite médicale la semaine dernière. Il a été convoqué par la médecine du travail. Bah oui, c'est à partir du moment où le CERFA est renvoyé. C'est ça. Hein. Voilà, il y a bien eu une convocation parce que moi, je dépends de la MSA. Au jour d'aujourd'hui, si nous, on ne fait pas les démarches, en fait, on n'est jamais convoqué. Ça, c'est possible aussi, Christophe. Je ne connais pas le schéma, effectivement, pour ces choses-là, j'apprends, mais voilà, pour moi, la visite médicale paraissait évidente. Donc, on attend en fait d'avoir une convocation en bonne et due forme. On a un avantage dans le milieu du sport, c'est qu'en général, ils sont licenciés, ils ont déjà une visite médicale, mais qui correspond à la licence en tant que sportif ou encadrant. Donc, voilà. C'est vrai qu'après, il y a effectivement cette obligation professionnelle. Oui, voilà. En tout cas, je ne pourrais pas vous en dire plus sur savoir si la médecine du travail convoque directement ou pas. Ça, il faudrait voir directement avec eux. Visiblement, oui, puisque… Oui, nous, il a été convoqué la semaine dernière. Donc, on l'a embauché comme 1er août, je crois. Voilà. Donc, ça fait 1 mois et demi après. D'autres sont dans ce cas-là aussi? Ou vous n'avez pas de nouvelles là-dessus ou…
Pas encore de nouvelles, mais on a déjà eu un apprenti l'année dernière et c'est effectivement une convocation de la médecine du travail. Qui va arriver. Oui, qui arrive. Voilà. D'accord. Est-ce que c'est automatique les convocations pour la médecine du travail ou est-ce que c'est nous qui devons faire la demande? Ça doit être automatique à partir du moment où on a rempli les dossiers. Maintenant, ça se fait automatiquement. C'est plus... oui. D'accord. Ouais, je pense qu'à partir du moment où le contrat d'apprentissage est signé, logiquement, dans quelques mois après, très rapidement, on devrait être convoqué à la médecine du travail, quoi. Donc, habituellement, ça se fait comme ça. Dans d'autres organismes d'apprentis, c'est comme ça. En tout cas, dans l'éducation spécialisée, c'est comme ça que ça se passe, quoi. À chaque fois qu'on a un apprenti, au bout de 2-3 mois, ça se fait automatiquement, quoi. On va peut-être nous le signaler si toutefois vous ne voyez pas arriver cette convocation, hein, puisque maintenant que nous sommes centre de formation d'apprentis, on peut aussi avoir un regard par rapport à ça, Mourad. Regardez aussi. Bien sûr. Ok, entendu. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a des éléments sur lesquels vous souhaitez qu'on apporte des compléments d'information? La formation de maître d'apprentissage est accessible donc à tout bénévole qui se charge de cet apprenti ou salarié, on est bien d'accord. Alors, malheureusement, non, ce n'est pas tout à fait ça. Merci d'avoir posé la question parce que c'était... alors, la formation déjà dure 21 heures en tout. On a 3 visios de 3h30, ce qui nous fait 10h30 en visio, une journée de 7 heures et quelques éléments qu'on appelle à distance en FOAD. Donc voilà pour l'organisation de la formation en elle-même. Après, la formation maître d'apprentissage, telle qu'elle est construite aujourd'hui et pour répondre aux exigences notamment de la loi de 2018 et de l'AFDAS, qui est le code de la branche, il faut être soit le responsable de la structure, président, présidente, soit salarié de la structure avec un niveau de diplôme au moins équivalent et 2 ans d'expérience minimum dans le diplôme. Alors, président ou présidente. Bonne soirée, Christophe, à demain. Bonne soirée. Salarié depuis au moins 2 ans, c'est ça? Avec diplôme équivalent. Oui, alors, salarié, pas depuis 2 ans. Hein. On peut être salarié depuis 2 mois. Par contre, il faut une expérience dans le métier, dans le diplôme, d'au moins 2 ans, plus le diplôme. Quelqu'un, par exemple, qui aurait passé un BPGEPS et qui l'aurait obtenu cet été, ne peut pas tutorer un autre BPGEPS qui démarre là à la rentrée, parce qu'il n'a pas 2 ans d'expérience dans le diplôme. Expérience dans le diplôme. Voilà. Mourad, il y a un autre élément aussi, alors je ne sais pas si tous les clubs ont bien saisi ça, c'est qu'on ne peut pas être tuteur d'un nombre indéfini d'apprentis, c'est bien ça, hein? Oui, exact. Alors, en tant que maître d'apprentissage, vous avez la possibilité légalement de tutorer jusqu'à 2 apprentis et éventuellement un 3e s'il est redoublant, c'est-à-dire s'il ne passe pas toute la formation, mais qu'une partie de la formation. Voilà, légalement, vous ne pouvez pas tutorer plus de 2 personnes et une 3e si elle est redoublante. Par contre, quand vous assurez la fonction de maître d'apprentissage tuteur, vous pouvez faire une demande auprès de l'AFDAS pour chacun des apprentis. C'est-à-dire que les 1 380 € dont je vous ai parlé, si vous tutorez 2 apprentis, eh bien, vous les facturez 2 fois, une fois par apprenti. Même s'il y a un seul maître d'apprentissage, vous passez du temps avec les 2 apprentis, donc c'est 2 fois. Une fois qu'on a fait la formation cette année, si l'an prochain on a un nouvel apprenti, il faut refaire une formation ou celle-ci est valable? Alors, je demanderai précision parce que cette année, c'est la première fois que la formation est obligatoire. Jusqu'à maintenant, ce n'était pas une obligation. Et depuis le 1er janvier 2021, elle est obligatoire. Et je me renseignerai sur la durée de validité de cette formation. Voilà. Ça, je le note aussi avec la question de Christophe Mongeon. Depuis le 1er janvier 2021, la formation de tuteur maître d'apprentissage est obligatoire pour avoir un apprenti en structure? Non, la formation est obligatoire pour bénéficier du financement à la fonction de maître d'apprentissage.
L'aide financière. Ah, d'accord. OK. L'aide financière est conditionnée à l'entrée en formation du maître d'apprentissage. Mais il n'y a pas d'obligation légale si vous ne souhaitez pas toucher les 1300 €. D'accord. Mourad, moi, je suis tuteur de salariés d'Orchamps, alors que moi, je suis salarié de Morteau. Donc, je ne sais pas comment ça se passe. Est-ce que ça se passe sur l'AFDAS aussi, la demande, ou pareil? Légalement, si vous n'êtes pas salarié de la même structure, tu ne peux pas être le maître d'apprentissage de l'apprenti. D'accord. Voilà. Alors là, la question a été soulevée par d'autres sur un webinaire avec l'AFDAS, justement, avec Bénédicte Defieux de l'AFDAS, mais légalement, vous devez être soit bénévole, donc avec une fonction responsabilité, c'est-à-dire président de la structure, soit salarié de la même structure. On a posé la question, ça posait problème, et notamment sur les groupements d'employeurs. C'est les groupements d'employeurs salarient les personnes, par contre, les tuteurs sont souvent salariés d'une autre structure à côté. Donc là, il faut qu'on fasse un contournement de loi, on s'adapte, voilà, on va dire ça comme ça, puisque légalement, il faut être salarié de la même structure et pas de dérogation possible. Donc, la solution qui a été trouvée, c'est de dire, est-ce qu'il est possible de faire un contrat de, par exemple, 1 heure par mois, et un contrat quand même qui fait que tu es salarié de la même structure. Et à ce moment-là, c'est possible. D'accord, OK. Voilà. Donc, attention quand même à cette petite subtilité qui n'est pas anodine. Légalement, il faut être, si on n'est pas représentant de la structure, il faut être salarié. La question s'est posée par exemple pour les profs d'EPS qui ont a priori les compétences nécessaires pour tutorer, mais qui n'étaient pas salariés ni bénévoles de la structure. Et bien, voilà, il a fallu faire un contrat minime, mais un contrat quand même pour pouvoir bénéficier de cette aide-là. D'accord. Okay. Alors, moi, je voulais réagir, Mourad. Ouais, excusez-moi. Je voulais réagir par rapport à la remarque d'Oussama, la question d'Oussama, là. Tu vois, j'ai 2 stagiaires. J'ai un apprenti, j'ai 2 apprentis en T4. Une mise à disposition par la Ligue, Chloé Guillon. Et j'ai Alex aussi, au niveau comité. Alors, j'ai le droit d'avoir les deux en tant que tuteur, c'est ça hein, aussi? 2 maximum. 2 maximum. D'accord. Donc, Bonne chance, Rataya. Tu fais du cumul de mandats, là. C'est pas bon, ça, Rataya. Mais il me semble qu'on avait évoqué la question. Il me semble, Rataya, qu'on avait évoqué la question la semaine dernière et que ton président aussi pouvait être tuteur également. Et à ce moment-là, vous pouvez vous partager la... Ah, Rataya a disparu? Non, il est là. Vous pouvez vous partager la tâche. C'est pareil, entre l'aspect légal, ça c'est important de le préciser, mais l'aspect légal voilà, qui nous contraint à certaines obligations, et l'aspect pédagogique, il peut y avoir quelques différences. C'est-à-dire que légalement, on est tenu, comme je vous disais, d'être dans les conditions citées. Par contre, sur l'aspect pédagogique, on parle aujourd'hui davantage d'équipe tutorale, c'est-à-dire que la fonction de tuteur est assurée par plusieurs personnes. Dans les compétences du diplôme, il est possible que le tuteur, une seule personne ne se sente pas les compétences dans tous les domaines et qu'à ce moment-là, elle partage la tâche de travail avec d'autres. Alors, légalement, ça ne change rien. Il faut qu'une personne suive l'apprentissage et qu'elle soit dans la formation de maître d'apprentissage et qu'elle soit dans les conditions les réglementaires. Mais d'autres personnes peuvent intervenir dans la formation de l'apprenti au sein de la structure. Ça, il n'y a aucun problème. Mourad, comment tu fais dans le cas où un club n'a pas de salariés en dehors des apprentis et n'a qu'un président? Forcément. Ils sont limités à 2 apprentis? Oui, malheureusement, la règle est la même. La règle de l'apprentissage, elle n'a pas été faite pour la branche sport, mais, voilà, mais pour ceux qui embauchent le plus. Donc, légalement, même ce qui est dit, c'est que soit le représentant ou la représentante, en la personne du président de la présidente de l'association, soit son conjoint. Ça paraît effectivement bizarre dans notre milieu associatif. C'est très, très rigolo, ça. Ouais. Pardon, tu as dit quoi, là? Le conjoint? Le conjoint, oui, tout à fait. Oui, c'est vraiment particulier, alors. Ouais, tout à fait. Ça veut dire que le président peut en avoir 2 et sa femme peut en avoir 1?
Non, il peut avoir qu'une femme déjà. Ça, Ça m'étonne que tu parles, justement. il y a deux femmes, ça multiplie. Je laisse. La maîtresse du président peut être tutrice. C'est ça, oui. Parce qu'on a le cas d'un club qui a 3 apprentis. Hein. Alors, dans le cas de 3 apprentis, le président peut tutorer 2 apprentis. Il faudrait un salarié qui tutore le 3e apprenti. Il n'y a pas de salarié. Je te donne un cas concret. Donc, quelle a été la solution qui avait été trouvée? Est-ce qu'il y avait une solution de trouver ou proposée en interne? À mon avis, ils ont nommé quelqu'un comme ça, mais personne n'a dit attention, il ne peut pas. Et c'est passé. Alors, il faut dans ce cas-là, normalement, que le 3e apprenti soit tutoré par quelqu'un qui soit salarié, comme je le disais, même à minima, avec les conditions du diplôme. Et là, ça passe. D'accord. Voilà. Donc, si personne n'est salarié, il faut qu'il salarie quelqu'un ou il perde l'apprenti. Oui, ça peut être le CTF du comité ou autre. Il peut y avoir une mise à disposition, facturation. Nous, on avait... Je ne pense pas. Non, il faut qu'il soit salarié. Donc, comme l'a dit Mourad tout à l'heure, 1 heure par mois, c'est possible, mais il faut quand même qu'il soit salarié sur un temps identifié. Hein. Nous, on avait demandé à Cyril au niveau du comité 21, il était question qu'éventuellement ce soit lui le tuteur. Donc, du coup, c'est moi qui me suis mis tuteur de l'apprenti, mais a priori, il y avait une solution de ce côté-là. Ok. En tout cas, Mourad, il faudra qu'on règle le cas de ce club en question et qu'on voit avec eux. Sûr, hein. D'accord. Je pense que c'est très important ce qu'a dit Mourad quand même sur l'aspect à la fois légal. Il y a effectivement la loi et il y a aussi l'aspect pédagogique. C'est-à-dire que c'est quand même intéressant aussi d'avoir un tuteur pédagogique quand vous êtes président. C'est vrai que c'est bien de se faire accompagner, de se faire qu'il y ait une équipe tutorale. Hein, nous, on pense que c'est aussi la meilleure. Mais comme un salarié peut aussi faire bénéficier aussi de l'environnement dans le club d'autres compétences que l'aspect pédagogique. C'est bien aussi qu'il y ait une équipe tutorale. Peut-être encore plus dans le milieu associatif que dans nos entreprises où ce n'est pas forcément toujours le cas, mais sur une association, je pense qu'effectivement, les compétences de chacun sont intéressantes à apporter à l'apprenti. L'entraîneur n'a pas forcément les compétences sur un développement de projet ou sur la connaissance du milieu associatif et de l'environnement, des choses comme ça. Donc, c'est bien aussi que d'autres personnes que l'entraîneur, parce que souvent, on le réduit un peu aux entraîneurs, puissent avoir ce rôle-là. Ça peut être président et vice-président ou que président? La réponse qui nous avait été apportée par l'AVDA, c'était président. Président. Et dans le cas d'une coprésidence, on peut avoir 4 apprentis? Logiquement, oui. Ah bon? Eh bien, c'est bien. Donc, on peut avoir 4 apprentis chez nous. De toute façon, le calcul à faire, c'est que tu prends le coût de la prise en charge de la formation et ça te paye 2 heures par semaine à peu près pour quelqu'un qui arrive dans la structure, hein, que tu salaries. Donc oui, c'est une loi qui n'a pas été faite pour les associations sportives, mais plutôt pour les PME, l'artisanat, etc. Donc d'où cette histoire de conjoint aussi, hein, voilà, ça s'explique. Maintenant, on s'adapte. On a eu un retour comme quoi les dérogations, pour l'instant, n'avaient pas été acceptées. Donc on attend. Je pense qu'il y a du lobbying qui est fait à ce niveau-là pour qu'on soit reconnu, même si on est une toute petite branche dans le sport et qu'on ne pèse pas très lourd. Mais voilà, aujourd'hui, en tout cas, les obligations légales sont celles-ci. Alors, nous, on n'empêchera bien évidemment personne de s'inscrire en formation. Voilà, je pense que c'est important que les personnes qui contribuent à la montée en compétences des apprentis se forment également et voilà, et viennent échanger. Donc, la porte est ouverte à tout le monde pour la montée en compétences dans la fonction de maître d'apprentissage tuteur. Par contre, l'AFDAS, qui financera la fonction, comme je vous le disais tout à l'heure, de maître d'apprentissage, elle se réserve le droit dans le cadre légal et de respecter ces éléments qu'on vient de citer, quoi. Donc voilà, vous en êtes informés. Pour une formation BPGEPS Sport Co, ma salariée, elle a une licence TAPS. Ça marche, ça? Elle est en capacité de faire cette formation de tuteur au niveau des niveaux? Oui,
La licence TAPS permet d'avoir une carte professionnelle dans les métiers du sport et du coup, oui, c'est possible. C'est bon, d'accord. Bon, c'est bien que finalement, ça ne pose pas plus de problèmes que ça. On est bien d'accord que ce n'est pas juste le fait de se faire financer, que la formation soit prise en charge. C'est vraiment, on ne peut pas être tuteur de plus de 2 maîtres d'apprentissage. Hein, on est bien d'accord. Hein. Oui, oui, ça va au-delà de la simple aide financière. D'accord. Mourad, une question là, parce que moi j'ai pas mal de coupures, donc j'essaie de suivre tous les échanges, mais je ne suis pas sûr d'avoir tout entendu. Moi, dans mon cas là, donc à Grand-Villard, je ne suis pas président du club, je suis bénévole au club. Est-ce que je peux quand même garder le tutorat de mon apprenti ou pas là? Je suis pas bien suivi là. Est-ce que tu es le président, Georges, de l'association? Non, moi j'interviens en tant que, enfin je m'occupe un petit peu de la formation des jeunes. Ils ont créé un poste un petit peu de directeur technique pour toutes les catégories garçons, et donc mais au titre de bénévole, quoi. Moi je suis pas salarié du club, donc j'ai mon travail à côté et puis j'interviens en tant que bénévole au club. Donc voilà, donc du coup je me pose plein de questions là. En tant que bénévole, tu ne pourras pas être le maître d'apprentissage tuteur officiel, entre guillemets, même si tu peux tout à fait apporter tes compétences et ta disponibilité pour l'apprenti, mais tu ne pourras pas justement rentrer dans les conditions qu'on citait pour le financement. Après, est-ce que tu as un diplôme dans les métiers du sport, type BPGEPS ou autre? Alors moi, avant d'être éducateur spécialisé, donc j'avais commencé à préparer un BE. À l'époque, c'était Sport pour tous. Donc j'avais la partie théorique, j'ai eu le tronc commun. Et ensuite, donc voilà, par mes activités professionnelles, donc j'ai pas fait de spécifique, j'avais pas terminé, mais bon, il y a pas mal d'années de ça. Hein. Donc j'avais commencé donc une formation d'éducateur sportif dans les années 80, quoi. Mais là, non, mon seul diplôme, c'est un diplôme dans le domaine social, quoi. Oui. Et alors, il faut que je vérifie. Théoriquement, j'aurais tendance à dire non, tu ne peux pas être le tuteur au sens, voilà, au sens officiel, au sens réglementaire, même si, encore une fois, hein, ton expérience, je pense, elle sera utile à l'apprenti, mais voilà, ça ne pourra pas. En tout cas, pour l'aide à la fonction maître d'apprentissage, ça ne peut pas être toi. D'accord. Voilà. Entendu. C'est soit le président, soit un autre salarié de l'association. D'accord. Donc ça veut dire que moi je participerai donc en tant que personne ressource dans sa formation. À l'équipe tutorale, tout à fait. Voilà, dans l'équipe tutorale, mais officiellement, donc c'est le président qui doit être tuteur alors. C'est ça? Oui, et si vous souhaitez donc bénéficier de cette aide, qui participera aussi à la formation. Mais du coup, le président, il doit être BPGEPS ou DEGEPS, non? On s'en fiche. Non, le président et sa conjointe ont un pass. Voilà, ils n'ont pas besoin. Ah, également, le représentant de la structure, même s'il a été élu cet été à l'Assemblée générale cet été, le titre, entre guillemets, de président lui confère le droit d'être tuteur. Encore une fois, il ne faut pas chercher de logique. Ce n'est pas une loi qui a été faite pour nous. Elle est calquée sur voilà, un dirigeant d'entreprise. Globalement, connaît son entreprise, connaît le métier, et c'est pour eux que ça a été fait. Donc, un dirigeant d'association, c'est différent, mais voilà, on répond au statut et pas au contenu, quoi. Ok. Voilà. Donc oui, ça peut paraître aberrant de notre point de vue, mais c'est la règle. Ça marche. Et la subvention là, qu'on peut toucher en tant que maître d'apprentissage, elle est facturée directement par l'association? Oui. Alors, l'aide, vous la facturez directement à l'AFDAS, sur le site de l'AFDAS, et ils vous payent en direct. Oui, mais c'est pas le formateur qui est payé, c'est l'association. Oui, c'est ça, c'est l'association qui est payée. Ouais. Après, le montage en interne, nous, on ne s'en occupe pas, mais c'est l'association qui facture
Alors, pour ça, il vous faudra donc l'attestation de participation à la formation qu'on vous donnera. Ouais. Et ensuite, vous pouvez facturer effectivement, et c'est l'association qui facture. Et donc, on facture comment? Chaque mois? Comment ça facture? Oui, vous facturez une fois par mois, oui. D'accord. Il y a une somme en particulier ou comment? Le total, c'est 1 380 €. Sur toute la formation? Ou Sur par 12 mois. Sur 12 12 mois mois. maximum, ouais. Nous, par exemple, une formation type BP qui dure 16 mois, vous avez commencé à facturer en gros à partir du 2e ou 3e mois de formation, donc elle pourra aller jusqu'à la fin. Si la formation est plus courte, vous financez les X premières et la dernière, vous soldez ce qui reste en facture. OK. Et sur, par exemple, un apprentissage qui aurait déjà commencé, parce que les formations BPGEPS, elles ont déjà commencé là, pour certains depuis un moment, ça veut dire qu'on va refacturer à partir du moment où on est formé. On ne peut pas anticiper les factures, du coup. Non, il faut l'attestation. Et même si, je prends l'exemple du CPGEPS chez nous, par exemple, qui dure 6 mois de formation, bah, vous facturez en 6 fois ou en 3 fois si jamais vous démarrez la facturation au bout de 3 mois. D'accord, ok. Oui, c'est pas grave si on a déjà commencé la formation. Non, c'est pas grave. Quoi qu'il arrive, vous facturez pour qu'à la fin de la formation, tout ait été payé. Ok, ça roule. C'est pour ça aussi qu'on vous a proposé un calendrier qui est très compressé dans le temps, hein, pour que vous puissiez avoir votre attestation, vous permettant ensuite de facturer à l'AFDAS. On démarre tôt et on fait ça de manière condensée, voilà, pour répondre à ces besoins, aussi bien pédagogiques que financiers. C'est très bien. Merci. Question peut-être un peu plus terre à terre par rapport, on va dire, à nos interventions que l'on voudrait mettre en route au niveau des écoles. Quand est-ce que notre apprenti sera en capacité, on va dire, d'avoir quelque chose qui corresponde à la carte pro et que les instances accepteront pour nous permettre de débuter nos interventions dans les écoles? Alors, dès la 2e semaine de formation. La première semaine de formation, on fait le positionnement et l'intégration. La 2e semaine de formation, on passe ce qu'on appelle les exigences préalables à la mise en situation professionnelle, nous connus sous le terme barbare de PMSP. Voilà. Et on délivrera, nous, IDSF, une attestation à chaque apprenti, chaque jeune, qui doit ensuite se rendre sur le site eaps.gouv.fr et s'enregistrer en tant qu'éducateur sportif en formation. Donc, il aura une carte professionnelle provisoire de la durée de la formation qui lui permettra d'avoir les prérogatives du diplôme et donc d'intervenir notamment dans les écoles sans souci. S'il valide son diplôme, à la fin, il aura sa carte définitive. D'accord. Donc, dès la 2e semaine de formation, nous, on remet l'attestation. Je sais que Thomas, par exemple, la CLAMSI, ils l'ont fait aujourd'hui. Ils ont passé aujourd'hui les EPMSP. Dès demain, ou dans la semaine, on leur remettra les attestations. Et potentiellement, dès la semaine prochaine, ils peuvent aller dans les écoles. De toute façon, il faut que je sois salarié du club, compris. Petite question par rapport aux 2 semaines de la 2e semaine de formation. C'est la 2e semaine de formation en présentiel à Besançon, pour le coup? Oui, c'est ça, oui. Alors, je dis la 2e dans la plupart de nos formations, c'est ça, mais ça se fait dans les jours qui suivent le début. En général, la première semaine, c'est positionnement intégration. 2e semaine, c'est EPMSP. Oui. Donc, par exemple, nous, notre apprenti qui a commencé la formation lundi dernier, donc a fait de lundi à jeudi, il aura, au mois d'octobre, il aura son attestation. C'est quelle formation? C'est Sportco. BPGEPS Sport Collectif. BPGEPS Sportco, oui. Ouais. Eh ben, oui, c'est ça. Oui, c'est ça, oui. Ouais. Alexandra n'est pas avec nous, mais elle aurait pu nous donner la date exacte. Je pense que c'est dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, qu'il passera les EPMSP. Et dans la foulée, normalement, avant la Toussaint. Alors, attention. La semaine prochaine. La semaine prochaine. Nous, organismes de formation, on délivre une attestation. L'attestation en elle-même ne suffit pas. C'est à chaque stagiaire de faire la démarche sur le site eaps.gouv.fr avec cette attestation pour pouvoir bénéficier de la carte professionnelle et d'un numéro de carte professionnelle enregistré auprès de
de l'État, de la préfecture, qui va lui donner la possibilité de le faire. Ça va lui être expliqué de toute façon. Oui, bien sûr. Mais je me méfie entre ce qui est expliqué et ce qui est compris. Des fois, il y a un petit décalage quand même. Donc, je préfère doubler le message auprès de vous. C'est l'avantage d'avoir des apprentis, ils ne comprennent pas tout. C'est ça. Mais voilà, si jamais ils vous disent non, on n'a pas eu la carte, non, nous, on ne délivre pas la carte, on délivre une attestation. Et avec cette attestation, ils doivent aller sur ce fameux site pour s'enregistrer en tant qu'éducateur sportif. Et c'est une fois qu'ils l'auront fait seulement que l'État leur délivrera la carte avec un numéro. Et l'école, par exemple, quand ils demanderont un agrément, quand vous demanderez un agrément à l'inspection à l'éducation nationale va demander ce numéro-là qui vous est délivré par eaps.gouv.fr. Voilà. L'école, elle ne prend pas notre attestation. Voilà. Et s'il y a des doutes, n'hésitez pas là aussi à revenir vers nous, coordonnateurs de formation. Les coordonnateurs de formation pourront vous réexpliquer la démarche sans souci si besoin. Une autre question pratique par rapport à l'apprenti. Donc, comme je vous expliquais tout à l'heure, moi, je suis président d'un comité départemental et notre apprenti, il intervient au niveau du comité départemental, mais il est également mis à disposition des clubs du comité sur certaines heures, parce que nous, on n'a pas la possibilité de le faire travailler 35 heures. Est-ce qu'il y a besoin, en plus du CERFA, d'établir une sorte de contrat de travail où tout ça, c'est précisé, ou est-ce que ce n'est pas nécessaire? Je suis désolé, ça a coupé. Je n'ai pas entendu le... Alors, en fait, notre apprenti, nous, il est quelques heures chez nous et il est aussi quelques heures dans les clubs du comité départemental. D'accord. Est-ce que, du coup, le CERFA suffit pour la mise en place de ça et qu'on établit une convention entre les clubs et le comité départemental, ou est-ce qu'il y a besoin de faire un vrai contrat de travail pour le coup? Alors, le CERFA suffit pour la relation entre l'apprenti et le comité. Par contre, si vous faites de la mise à disposition auprès des clubs, il faudra signer une convention de mise à disposition entre le comité et le club. D'accord. Voilà, donc par rapport à l'apprenti, il n'y a rien de plus à faire. En revanche, entre les deux structures, là, il y a une convention de mise à disposition à faire. Ok, merci. Voilà. Et si vous avez besoin d'exemples de conventions, alors soit vous regardez sur Internet, soit vous nous demandez, on peut aussi vous fournir ça sans souci. Très bien. Je vous ai mis pour info dans le chat le site aps.gouv.fr. Bon. Quand on arrive sur ce site, du coup, on est obligé de créer un compte personnel. Oui, l'apprenti crée son compte personnel et puis ensuite, il va suivre la procédure pour s'enregistrer. Et c'est bien l'apprenti, hein, ce n'est pas la structure. Hein. Tout à fait. C'est bien, c'est nominatif. C'est nominatif. Qu'on peut faire, c'est le faire avec eux en direct aussi quand on est en formation. Je crois que c'est assez rapide. Hein. Oui, c'est très, très rapide. Pour être sûr que tout le monde le fait en même temps. Voilà, ça, on peut sans problème le faire en tant que cordeau. C'est possible. C'est d'autant plus facile pour vous que nous qui ne sommes pas forcément au courant de toutes ces choses-là. Et c'est vrai que par rapport à la formation que vous allez leur apporter, je pense que c'est sur ces points-là où vous êtes beaucoup plus en compétence que nous et nous, on va galérer alors qu'ils auront beaucoup plus de facilité avec vous de faire toutes ces choses-là. Je sais qu'Alexandra le fait avec les BPGEPS, ça c'est sûr. Après, les SP4, je ne savais pas si c'était fait, mais peut-être que si. C'est assez simple. Hein, il y a un délai entre l'enregistrement des pièces, l'inscription et l'envoi de la carte. Il y a quand même un petit délai de traitement par les agents de la DRAGES. Donc, voilà. Ils n'auront pas demain non plus, hein, la carte. Est-il d'autres questions? Non. Est-ce que, à l'image, on va dire, des visites que peuvent faire les formateurs dans nos entreprises, vous ferez une visite, on va dire, de la structure dans le courant de la formation? Oui. Oui, pour chacune des formations, vous aurez la visite. Alors,
suivant les conditions sanitaires et autres, et géographiques, etc. Mais vous aurez la visite soit physique, soit par écran interposé, du coordonnateur de la formation ou d'un de ses représentants. On organise, nous, une rencontre tripartite avec donc le coordonnateur de la formation, le tuteur et l'apprenti. Voilà. Après, il peut y avoir, si le tuteur n'est pas le président, il peut y avoir aussi le président, ou si le tuteur n'est pas le salarié en charge, il peut y avoir aussi. Mais voilà, on propose à minima ces 3 personnes pour une rencontre une fois par an pour tous les apprentis sans exception, et éventuellement une deuxième fois si nécessaire, s'il y a des difficultés ou des points de blocage ou autres, à la demande de l'une ou l'autre des parties sans problème. Et justement, par rapport à ce que tu viens de dire, est-ce qu'effectivement, dans le cadre, on va dire, d'un premier apprenti ou de nos débuts, est-ce qu'une visite peut nous permettre aussi voilà, nous aiguiller un petit peu dans la formation et un petit peu corriger ou nous conforter dans les choix que l'on aurait pris avec notre apprenti, j'allais dire, d'ici la fin de l'année, quoi. Alors, je ne vais pas répondre pour les coordos. En général, on attend qu'il y ait quand même 2 mois qui se déroulent dans la formation. Le temps aussi que l'apprenti prenne ses marques, voilà, qu'il y ait un peu de matière, on va dire, avant de se lancer. Donc, c'est vrai que les visites, quand on démarre en septembre-octobre, elles se font en décembre, janvier, février maximum, quoi, les premières visites. Je donne l'exemple de Clamcy. Là, c'est un peu particulier parce que ça démarre. On va signer un partenariat avec la ville, au moins voir la Comcom. Donc là, il y aura un événement un peu officiel. Donc moi, je voulais inviter les coordonnateurs à une soirée un petit peu semi-festive, on va dire, officielle. Et là, ça sera l'occasion pour les maîtres d'apprentissage de visiter les lieux, voilà, de voir dans quel cadre les apprentis fonctionnent. Aussi les 2 heures dans la formation maître d'apprentissage tuteur qui seront vraiment ciblées sur la formation en question, sur la formation que suivent les apprentis. Donc là, il y aura aussi des échanges entre pairs, entre différents maîtres d'apprentissage tuteurs autour de cette formation spécifique pour que vous connaissiez mieux la formation et que voilà, il y ait ce lien aussi. Ce sera aussi un moment d'échange, je pense, qui est important, et à la fois pour vous et à la fois pour le coordonnateur. Est-ce que du coup, cette formation, je ne sais pas si vous avez vu que Philippe nous avait rejoint, donc on est quand même tous les deux au sein du club, on va dire, en charge de notre apprenti. Est-ce qu'effectivement, les heures de formation donc, qui nous correspondraient, donc nous, le 18 octobre et le 15 novembre, seraient des choses qui peuvent se faire en binôme? Participer tous les deux à la formation? Moi, je suis le tuteur, effectivement. D'un point de vue sportif, je suis incapable d'apporter quelque chose à mon apprenti. Je peux y apporter, on va dire, la gestion administrative, technique, les projets et autres. Par contre, sans quelqu'un comme Brahim, par exemple, ou Philippe, moi, je suis incapable de y apporter des compétences sportives. Ouais. Oui, moi, je réitère l'invitation à tous. Encore une fois, la formation, l'idée, c'est d'échanger. Donc, si vous êtes 2 tuteurs, il n'y a pas de problème. J'ai envie de dire, même si vous êtes 3 à entrer en formation, c'est au bénéfice de l'apprenti et il n'y a aucun souci pour ça. D'autant que pour nous, on part un peu d'une page blanche. Donc, j'allais dire, là, cette année, c'est un peu notre apprenti qui va essuyer les plâtres. Bon, moi, je l'ai encadré depuis la mi-août autant que je pouvais. Mais voilà, je me répète, au niveau sportif, je suis incapable de lui apporter des choses. Ça, Christophe, j'ai envie de dire, on en est convaincu, au-delà de l'aspect réglementaire, sur l'aspect purement pédagogique et pratique, comme tu le disais. Alors, ce n'est pas une aberration que le président soit le tuteur, mais c'est quand même plus confortable que vous soyez une équipe, 2 ou 3, et que dans l'équipe, il y ait effectivement des techniciens. Donc, bien évidemment, j'ai envie de dire, pour moi, vous faites le bon choix si voilà, si tu n'es pas tout seul, mais s'il y a des techniciens avec toi. Et voilà, puis ça fera plaisir de revoir Philippe en même temps. Donc, très bien. Merci, Mourad. Je t'en prie. Désolé pour le retard. Si jamais il y a des questions, je vous laisse réfléchir. J'en profite juste pour vous dire que donc, le replay, enfin le webinaire sera disponible, aussi bien la vidéo que
la diapo qu'on vous a diffusée que les documents type programme de formation et devis pour vous inscrire en formation, seront disponibles donc sur le site de la Ligue. On vous les met en ligne sur le site à la rubrique formation maître d'apprentissage. Et donc, vous pouvez les télécharger et très vite faire votre inscription et votre demande de prise en charge auprès de l'AFDAS. Il n'y a aucun souci là-dessus. Si jamais vous avez des questions d'ordre administratif, vous pouvez joindre Clémence à la Ligue, Clémence Berceau, donc, qui pourra vous aiguiller sur le lien d'inscription et tous les autres éléments. Et si vous avez une question plutôt d'ordre pédagogique sur les contenus de formation ou autre, Joël et moi, on se fait un plaisir de vous répondre par mail ou par téléphone si tel était le cas. Voilà. Donc, pas d'inquiétude là-dessus. Et puis voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions avant qu'on clôt la session. Vous pouvez joindre aussi les coordonnateurs de formation qui sont aussi à la disposition des maîtres d'apprentissage tuteurs. Il vaut mieux le faire assez vite si vous sentez qu'il y a quelque chose qui coince ou qui n'est pas compris. Il n'y a pas de problème là-dessus. Ok. Bon, bah, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, on va clore ici. Merci de votre participation, de votre disponibilité. On se tient à votre disposition. Ne tardez pas trop pour les inscriptions pour qu'on puisse démarrer dans les temps. Et voilà, et on vous remet donc les dates également. Je dois avoir vos mails, donc je ferai un petit mail récap à tous ceux qui ont participé ce soir et qui se sont inscrits pour que vous ayez les infos en direct aussi. Merci beaucoup. D'accord. Merci beaucoup. Bon courage à vous dans cette nouvelle et enrichissante tâche. Et puis, à bientôt.